Mes parents ne m'ont pas invité pour Noël. Maman a dit, ta sœur amène son petit ami rencontrer la famille. Elle ne veut pas de toi là. Ton travail d'aide-soignante lui ferait honte. Compris. J'ai dit et je suis partie. 5 jours plus tard, ils ont sonné à ma porte, furieux. Au moment où ils m'ont vu, son petit ami a immédiatement dit. Je m'appelle Adélaïde Martel et j'ai 32 ans. Mes parents ne m'ont pas invité pour Noël. 3 semaines avant le réveillon, maman m'a appelé pour m'annoncer que je n'étais pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que ma sœur aînée, Clotilde, amenait son nouveau petit ami, un homme riche, rencontrer la famille. Elle ne veut pas de toi là-bas, m'a dit ma mère, sa voix dure, sans aucune trace de regret. Ton travail d'aide-soignante, ça lui ferait honte. J'ai senti le poids de ces mots. Aide-soignante. Elle l'a dit comme si c'était une insulte. Compris, j'ai simplement répondu avant de raccrocher. 5 jours plus tard, ils ont sonné à ma porte, furieux, paniqués. Et au moment où ils m'ont vu, ce fameux petit ami, qui était avec eux, a immédiatement dit quelque chose qui a tout fait basculer. Leur monde parfait était sur le point de s'effondrer. Avant de continuer et de vous raconter chaque détail de cette incroyable histoire, prenez juste un moment. Dites-moi depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Je suis curieuse de savoir jusqu'où mon histoire voyage. Laissez un commentaire, je lirai autant que possible. L'appel est arrivé un mardi soir glacial de début décembre. Je venais de terminer mon service de 12 heures à l'EHPAD de Vénissieux, près de Lyon. Mes pieds me lançaient, mon dos était en compote, et l'odeur d'antiseptique et de soupe de légumes collait à ma blouse. Mais j'étais heureuse. J'avais passé la dernière heure à tenir la main de Madame Dubois, 92 ans, qui pensait que j'étais sa fille rentrée de la guerre. C'est un travail épuisant, un travail qui vous vide, mais un travail qui a du sens. J'étais dans ma vieille voiture, le chauffage luttant contre le givre, quand le nom de « maman » s'est affiché. J'ai décroché avec un sourire fatigué. « Bonsoir maman, tu vas bien ?» Silence. Puis, sa voix, celle qu'elle utilise quand elle est contrariée. « Adélaïde. Il faut qu'on parle de Noël. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, les choses ont un peu changé cette année. Clotilde amène son ami, Bastien de Vérac. Tu sais qui c'est? Sa famille, c'est du sérieux. Des investisseurs, de l'immobilier. Bref, des gens importants. Je n'ai rien dit. Je savais où cela menait. Clotilde veut que tout soit parfait, a-t-elle continué, sa voix devenant plus aiguë. Elle, nous pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette année. Juste pour le réveillon. Préférable, pour qui, ai-je demandé, ma voix soudainement très calme. Pour tout le monde. Adélaïde, sois raisonnable. Ton travail, ce n'est pas présentable. Tu comprends bien. Que vas-tu lui raconter? Tes histoires de bassins et de couches? Il fréquente des PDG, des gens qui dirigent le monde. Ton travail d'aide-soignante, ça fait honte à ta sœur. Chaque mot était un petit coup de poignard. J'ai entendu mon père, Hervé, tousser en arrière-plan. Il était sur haut-parleur, silencieux, complice. Et puis, j'ai cru l'entendre. Un petit rire étouffé. Clotilde était là. Elle écoutait. Compris, ai-je répété. Tu comprends? Ma mère semblait presque déçue que je ne me batte pas. Parfaitement. Passez un bon Noël. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. Mes mains ne tremblaient même pas. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. C'était autre chose. Un calme froid et lourd. J'ai entendu un son dans ma tête, un petit clic. Le son d'un verrou qui s'enclenche. Le test. Le test final de ma grand-mère venait de commencer. Et je savais, à cet instant précis, qu'ils venaient tous d'échouer. Ils pensaient écarter un embarras. Ils ne savaient pas qu'ils venaient d'activer une bombe à retardement de 15 millions d'euros. Il y a toujours eu 2 mondes dans la famille Martel. Le monde de Clotilde, et le mien. Clotilde, 35 ans, l'aînée, la perfection.
Elle était directrice des relations clients dans une agence immobilière de luxe dans le 6e arrondissement de Lyon. Elle vivait dans un appartement haussmannien magnifique avec vue sur le parc de la Tête d'Or, conduisait une voiture de sport allemande et collectionnait les sacs à main dont le prix dépassait mon salaire annuel. Et puis, il y avait moi. Adélaïde, 32 ans. L'éternelle déception. J'avais choisi de devenir aide-soignante après avoir vu comment le personnel s'occupait, ou plutôt, ne s'occupait pas, de notre grand-père. Je vivais dans un petit T2 à Vénissieux, un quartier populaire, mais un quartier vivant. Je gagnais 2000 € par mois, et la moitié partait dans mon loyer. Ma plus grande fierté n'était pas un sac à main, c'était d'avoir réussi à faire sourire Monsieur Pagnol, un ancien professeur de lettres qui n'avait pas dit un mot depuis 6 mois. Nos parents, Monique et Hervé, n'avaient jamais caché leurs préférences. Clotilde était leur investissement. Chaque réussite était célébrée, chaque bulletin de notes encadré. Mes réussites à moi étaient mignonnes. Quand j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante avec mention, ma mère a souri poliment et a dit « Ah, c'est bien. Au moins, c'est un travail stable. » Le réfrigérateur de leur cuisine était un sanctuaire dédié à Clotilde. Mes dessins d'enfants, puis mes diplômes, finissaient dans un tiroir. C'est pour ne pas qu'elle se sente mal, me chuchotait mon père quand Clotilde avait une note légèrement inférieure à la mienne. La seule personne qui m'ait jamais vue était ma grand-mère. Geneviève Martel. La mère de mon père. Une femme incroyable. Officiellement, elle était une simple couturière à la retraite, veuve depuis 30 ans, vivant modestement. Mais pour moi, elle était mon roc, mon mentor. C'est elle qui m'a élevé plus que mes parents ne l'ont jamais fait. Je me souviens, j'avais 15 ans. Clotilde, qui en avait 18, m'avait vu dans la rue, main dans la main avec notre voisine, Madame Giraud, qui souffrait d'Alzheimer et s'était perdue. Je la ramenais chez elle. Clotilde avait levé les yeux au ciel devant ses amis. Regardez ma sœur, l'assistante sociale. Elle perd son temps avec cette vieille folle. Ce soir-là, grand-mère Geneviève m'a prise à part. Elle avait tout vu depuis sa fenêtre. Elle m'a tendu une tasse de chocolat chaud. Ne l'écoute pas, m'a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Adélaïde, la façon dont tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter en retour, c'est ça, ta vraie valeur. C'est la seule qui compte. Elle m'a enseigné la patience. Elle m'a enseigné la dignité. Elle m'a appris que l'argent est un outil, pas une mesure de l'âme. Elle est décédée il y a 2 ans, dans cette EHPAD où j'avais commencé à travailler comme stagiaire, juste pour être près d'elle. Clotilde était venue la voir une seule fois cette année-là. Elle était restée 10 minutes et avait demandé si le testament était à jour. Grand-mère Geneviève est décédée il y a 2 ans. Et elle m'a laissé bien plus que des souvenirs. Elle m'a laissé un plan. Après l'appel de ma mère, je ne suis pas restée dans ma voiture à pleurer. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit appartement de Vénissieux. J'ai pris une longue douche chaude pour laver l'odeur de l'hôpital et la saleté des paroles de ma mère. Puis, je me suis dirigée vers ma penderie. Au fond, caché derrière mes uniformes de travail, il y avait un petit coffre-fort ignifugé. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas d'argent. Juste une enveloppe épaisse en papier cartonné, portant le sceau de Maître Durand, notaire à Lyon. Je l'ai sorti et me suis assise à ma table de cuisine. Je n'avais pas besoin de relire les documents. Je les connaissais par cœur. 2 semaines après l'enterrement de grand-mère, Maître Durand m'avait convoqué. J'y étais allée en pensant qu'elle m'avait peut-être laissé ses services de table ou ses albums photos. Mes parents et Clotilde avaient déjà été reçus. Ils étaient furieux. Grand-mère ne leur avait laissé que 10 000 € chacun. Une insulte, avait craché Clotilde. Maître Durand m'avait regardé par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Martel. Votre grand-mère était une femme, complexe. Et très, très riche. Il m'a tout expliqué. Ma grand-mère, la simple couturière, avait secrètement investi chaque sou qu'elle gagnait depuis les années 60. Elle avait acheté des terrains, des petits appartements, des actions. Elle avait construit un empire dans l'ombre. Un empire d'une valeur de 15 millions d'euros. Et ce n'était pas tout. Elle avait créé la Fondation Geneviève Martel,
un fonds de dotation secret destiné à aider le personnel soignant, les EHPAD en difficulté et les familles s'occupant de parents atteints d'Alzheimer. J'avais failli m'évanouir. Mais, pourquoi moi? Parce qu'elle vous faisait confiance, avait dit Maître Durand. Et elle a rédigé un testament, très particulier. Il m'a montré les pages. Clotilde était nommée héritière principale de la totalité des 15 millions d'euros. Mes yeux se sont écarquillés. Mais, je ne comprends pas. Lisez la suite, dit-il doucement. Clause 7.3. J'ai lu. Clotilde héritait de tout, à une condition. Je cite, l'héritière principale, Clotilde Martel, ne devra faire preuve d'aucune discrimination basée sur le statut social, les revenus ou la profession envers un membre de sa famille proche. Je relevai les yeux vers Maître Durand. Il continua, la clause stipule que tout acte d'exclusion délibéré, toute humiliation publique ou privée basée sur ces critères, entraînera l'annulation immédiate et irrévocable de sa qualité d'héritière. Et si elle échoue? Si elle échoue, dit Maître Durand en joignant ses mains, la totalité de l'héritage, ainsi que le contrôle total de la fondation, reviennent à l'héritière secondaire. C'est-à-dire, vous, Adélaïde Martel. Ce soir-là, dans ma cuisine, j'ai regardé le document. Ce n'était pas un piège. C'était une leçon. Une dernière leçon de grand-mère. Elle connaissait sa petite-fille par cœur. Elle connaissait sa cupidité, son snobisme. Elle lui avait donné une dernière chance de prouver qu'elle avait une âme. Et ce soir, avec cet appel téléphonique, Clotilde venait d'échouer au test de la manière la plus spectaculaire qui soit. Si vous croyez que la dignité vaut plus que l'argent, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et restez avec nous, car la pièce ne fait que commencer. Quelques jours après l'appel de maman, alors que la colère froide en moi commençait à se transformer en une stratégie patiente, mon téléphone a de nouveau sonné. Clotilde. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Adélaïde? J'espère que je ne te dérange pas en plein, enfin, tu sais. Sa voix était mielleuse, faussement compatissante. Le genre de voix qu'elle utilise avec les clients qu'elle méprise mais dont elle veut l'argent. Allô, Clotilde. Écoute, chérie, elle ne m'appelle jamais chérie, je voulais juste m'assurer que maman t'avait bien expliqué. Ce n'est pas personnel, tu comprends. Elle a dit que mon travail lui faisait honte, ai-je répondu, ma voix plate. Mais, elle a raison. Enfin, soyons honnêtes 2 minutes. Bastien, son père est dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Tu imagines si je te présente? Voici ma sœur, Adélaïde. Elle lave des personnes âgées. Ça l'affiche mal, non? Je suis restée silencieuse. C'est une technique que j'ai apprise à l'EHPAD. Quand un patient est en crise, agité, on ne se met pas à son niveau. On reste calme. On écoute. Souvent, l'agitation cache une peur profonde. Et j'entendais la peur dans la voix de Clotilde. La peur panique de ne pas être à la hauteur. La peur de perdre cet homme qui représentait l'ultime trophée social. Tu ne dis rien, reprit-elle, agacée par mon silence. Tu boudes, c'est ça? Mon Dieu, Adélaïde, grandis un peu. C'est juste un dîner. Ta présence n'est tout simplement pas appropriée. J'ai compris, Clotilde. Mon travail n'est pas approprié. Exactement. Écoute, une fois que nous serons fiancés, peut-être mariés, les choses seront différentes. Je pourrai t'aider. Te relooker, te payer une formation. Te trouver un travail, plus propre. Quelque chose dans l'administration, peut-être. Elle essayait de m'acheter avec la promesse de sa propre charité. L'arrogance était à couper le souffle. Puis, son ton a changé. Il est devenu dur. Glacial. Et une dernière chose. J'espère que tu ne comptes pas faire de vagues. Pas de scène, pas de visite surprise. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques plaintes à ton EHPAD ces derniers temps. Des familles pas contentes de l'attitude d'une certaine employée. Ce serait vraiment dommage que tu perdes même ce petit travail précieux, non? Le sang s'est glacé dans mes veines. Elle me menaçait. Elle n'était pas seulement snob. Elle n'était pas seulement égoïste. Elle était cruelle.
Elle était prête à détruire ma seule source de revenus, mon gagne-pain, ma vocation, juste pour s'assurer que son dîner de Noël se passe sans accroc. J'ai raccroché. Sans un mot. Mes mains, cette fois, tremblaient. Plus de patience calculée. Juste une rage pure et froide. Le test de grand-mère venait de prendre une toute autre dimension. Il ne s'agissait plus seulement d'un héritage. Il s'agissait de justice. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma propre sœur était prête à me détruire. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous craqué et l'auriez-vous insulté? Ou auriez-vous fait comme moi, en gardant le silence, en attendant le bon moment? Dites-le moi dans les commentaires. Elle venait de me menacer. Elle ne savait pas qu'en essayant de détruire ma vie, elle venait de signer la destruction de la sienne. Le 24 décembre est arrivé. Le soir du réveillon. Mon appartement de Vénissieux semblait anormalement silencieux. Par les murs fins, j'entendais mes voisins. Les rires d'enfants, le tintement des verres, la musique de fête. Moi, j'étais seule. Je m'étais fait un repas simple, mais j'avais fait un effort. Un petit morceau de foie gras acheté chez Monoprix, un verre de vin blanc. J'ai allumé la télévision pour me tenir compagnie. J'ai essayé de ne pas penser à eux, à la maison de mes parents, à la chaise vide. À ma chaise. Vers 22 heures, la curiosité morbide l'a emporté. J'ai ouvert Instagram. Le compte de Clotilde était en feu. Story après story. La table était magnifique, dressée pour 5. De la nouvelle vaisselle, des verres en cristal que je n'avais jamais vus. Des montagnes de cadeaux sous le sapin. Puis, une photo d'elle et Bastien. Il lui passait le bras autour de la taille. Elle riait, la tête renversée en arrière, exhibant un nouveau bracelet en diamant qui scintillait. Et le commentaire. Noël parfait en famille avec mon amour. Reconnaissante pour une famille qui comprend ce qui compte vraiment. Hashtag famille, hashtag béni, hashtag amour véritable. Ce qui compte vraiment. L'ironie m'a brûlé la gorge. Famille. Elle avait osé écrire ce mot. J'ai zoomé sur Bastien. Clotilde était radieuse, mais lui, il semblait ailleurs. Il souriait pour la photo, bien sûr, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il avait l'air poli, presque ennuyé. Dans une autre story, où ma mère riait bêtement à une de ses blagues, Bastien regardait distraitement son téléphone. Il avait l'air d'un homme qui observe une tribu étrange, pas d'un futur gendre comblé. J'ai verrouillé mon téléphone. J'ai ressenti une vague de tristesse profonde. Pas pour l'argent. Pas pour le dîner. Mais pour le fait que ma propre famille était devenue ceci. Un spectacle de fausse apparence, où tout était à vendre, même la dignité d'un membre de la famille. J'ai décidé d'aller me coucher. Noël était fini. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré sur la table. Un numéro que je ne connaissais pas. Un 04 de Lyon, mais pas un numéro de ma famille. J'ai failli ne pas répondre. J'ai décroché. Allô? Un silence. Puis une voix d'homme, calme, posée. Une voix que je n'avais jamais entendue. Adélaïde Martel? Bonsoir. Je m'excuse de vous déranger si tard. Je suis Bastien de Vérac. Mon cœur a raté un battement. Nous avons besoin de parler, a-t-il dit, sa voix grave. De toute urgence. Sa voix n'avait rien à voir avec celle que Clotilde décrivait. Elle n'était pas arrogante. Elle était froide, précise, terriblement inquiète. Que diable se passait-il? Je suis resté figé, le téléphone collé à l'oreille. Bastien de Vérac. Le petit ami. L'homme au nom duquel j'avais été banni. Allô? Vous êtes là, reprit-il. Oui. Oui, je suis là. Bonsoir. Mais, comment avez-vous eu mon numéro? J'ai mes méthodes, dit-il sèchement. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis dehors. J'ai besoin de vous poser une question très directe. Votre grand-mère était-elle Geneviève Martel, la fondatrice de la Fondation Geneviève Martel? Le choc m'a cloué sur place. Oui, c'était elle. Comment? Il a poussé un long soupir.
Un soupir non pas de colère, mais de lassitude. Je le savais. Dieu merci. Je commençais à croire que j'étais devenu fou. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Clotilde. Clotilde m'a menti, me coupa-t-il. Elle m'a menti sur à peu près tout. Écoutez. Ma famille, les de Vérac, nous sommes dans la philanthropie depuis des générations. Nous finançons beaucoup de projets à Lyon. Il y a quelques années, mon père a cofinancé un projet de recherche sur Alzheimer avec un fonds plus petit mais très respecté, la Fondation Geneviève Martel. Il a fait une pause, comme pour rassembler ses idées. Quand Clotilde a mentionné le nom de votre grand-mère, ça a fait tilt. Mais quand je lui en ai parlé, elle a ri. Elle a dit que c'était un petit truc de vieille, que sa grand-mère était juste une couturière qu'il jouait à la dame patronnesse, et que la fondation était quasiment en faillite. Mon sang n'a fait qu'un tour. Insulter grand-mère. Ça ne collait pas, continua Bastien. Le fonds que mon père connaissait était incroyablement bien géré et très discret. Alors, j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé le site de la fondation. J'ai vu le conseil d'administration. Et j'ai vu votre nom, Adélaïde Martel, en tant que présidente du conseil. Il s'est arrêté. J'ai entendu le vent dehors, il était vraiment dans la rue. Et puis, j'ai appelé mon père. Je lui ai demandé s'il se souvenait de Geneviève Martel. Il m'a répondu, bien sûr. Une femme remarquable. Et sa petite fille, une jeune femme si dévouée, aide-soignante, je crois. Elle était toujours avec sa grand-mère lors des événements caritatifs. Il parlait de vous, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, ma voix tremblante. Clotilde m'a dit que sa sœur était instable. Qu'elle était sans emploi et vivait au crochet de la famille. Elle a dit que vous étiez la honte de la famille, que vous aviez des problèmes psychologiques. Mais mon père, lui, se souvient de vous comme d'une personne impressionnante et humble. Il a juré à voix basse. J'ai passé la soirée à écouter votre sœur et vos parents se moquer d'eux, de leur propre famille. Se moquer de votre travail. Se vanter de leur statut. Adélaïde, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette famille. Et j'ai l'impression que vous êtes au centre de tout ça. J'ai pris une grande inspiration. C'est plus compliqué que ça, Bastien. Je m'en doute, a-t-il dit. Je ne vais rien faire pour l'instant. Je ne lui ai rien dit. Je rentre chez moi. Mais j'ai vu sur le site de la fondation qu'il y avait un gala. La veille du Nouvel An. J'ai fait un don. J'ai reçu une invitation. Je serai là. Et Adélaïde, j'attends la vérité. Il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, stupéfaite. La forteresse de Clotilde ne s'était pas seulement fissurée. Elle était en train de s'effondrer de l'intérieur. Les 5 jours entre Noël et le 29 décembre ont été les plus longs de ma vie. Je n'ai eu aucune nouvelle de Bastien, et un silence de mort de la part de ma famille. Clotilde avait dû sentir que quelque chose n'allait pas, car elle avait cessé de poster sur Instagram. Le 29 décembre au matin, je me préparais pour mon service. 7 heures du matin. Il faisait encore nuit noire. Soudain, quelqu'un a cogné à ma porte. Pas sonné. Cogné. Comme si la police défonçait la porte. J'ai couru dans mon entrée, le cœur battant. J'ai regardé par le Judas. Mon père. Ma mère. Ils avaient l'air détruits. Ma mère était en robe de chambre sous son manteau, ses cheveux d'habitude impeccables étaient en bataille. Mon père était rouge de colère, ou peut-être de honte. J'ai ouvert la porte. Qu'as-tu fait? Ce fut le premier mot de ma mère. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle m'a bousculé pour entrer dans mon petit appartement, suivi de mon père. Que as-tu dit à Bastien? A hurlé mon père. Je suis resté calme. Ma patience d'aide-soignante prenait le dessus. Ne jamais s'énerver face à l'agitation. Bonjour, ai-je dit. Je n'ai rien dit à Bastien. C'est lui qui m'a appelé. Elle ment, a crié ma mère, se tournant vers mon père comme si j'étais une criminelle. Il a rompu. Il a quitté Clotilde. Hier soir. Il l'a laissée.
Je me suis dirigée vers ma cuisine et j'ai allumé la cafetière. Leurs cris remplissaient mon petit espace. Il lui a dit, bégaya mon père, qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui avait honte de sa propre famille. Qu'il ne pouvait pas s'associer à des gens qui mentent sur leurs valeurs fondamentales. Tu as tout gâché, a repris ma mère. C'était sa chance. C'était notre chance. Cet homme, tu sais ce qu'il représente? Tu as ruiné la vie de ta sœur. J'ai sorti 3 tasses. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ai-je demandé calmement. Répare ces cédillas, a ordonné mon père, frappant ma table de cuisine. Attelle-le. Dis-lui que c'est un malentendu. Dis-lui que tu étais malade, que c'est pour ça que tu n'étais pas à Noël. Dis-lui que tu vas démissionner de ce fond stupide de grand-mère. Fais quelque chose. Démissionner, ai-je demandé. Oui, dit ma mère. Clotilde mérite cet argent. Elle sait comment l'utiliser. Toi, tu n'y connais rien. Tu vas tout gaspiller. Je leur ai servi 2 cafés noirs. Ils ont regardé les tasses comme si elles contenaient du poison. Je ne démissionnerai pas, ai-je dit. Et je n'appellerai pas Bastien pour mentir. Alors tu l'admets, dit mon père. Tu as fait ça pour l'argent. Tu as tout planifié. J'ai soupiré. Je n'ai rien planifié. Vous avez tout fait vous-même. Je suis allé vers mon bureau et j'ai pris 3 enveloppes épaisses et cartonnées. Je les leur ai tendues. Qu'est-ce que c'est? A demandé ma mère, méfiante. Des invitations. Pour le gala annuel de la Fondation Geneviève Martel. Le 31 décembre, à l'Hôtel Dieu. C'est dans 2 jours. Venez. Et Anne et Clotilde. J'ai réservé 3 places pour vous au premier rang. Grand-mère a quelques petites choses à vous dire. Ils ont pris les invitations comme s'ils tenaient des charbons ardents. Leurs visages sont passés de la colère à une peur confuse. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit en enfilant ma blouse de travail. J'ai des gens qui comptent sur moi. Ils sont partis sans un mot de plus. La Saint-Sylvestre n'allait pas être une fête. Ce serait un jugement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain, le 30 décembre. La veille du gala. J'étais épuisée. La menace de Clotilde concernant mon travail me pesait. Mon directeur à l'EHPAD m'avait regardé étrangement ce matin-là. Il m'avait demandé si tout allait bien dans ma famille. La machine à rumeurs était en marche. Ce soir-là, vers 21h, on a sonné à ma porte. Pas de coup violent cette fois. Juste une sonnerie, presque timide. J'ai regardé par le Judas. Clotilde. Seule. J'ai ouvert. Elle avait l'air méconnaissable. Pas de maquillage parfait, pas de brushing impeccable. Elle portait un jogging cher, mais ses yeux étaient bouffis et rouges. Elle avait pleuré. Je peux entrer, sa voix était rauque. Je me suis écartée. Elle est entrée dans mon petit appartement pour la toute première fois de sa vie. Elle a regardé autour d'elle, mes livres, mes quelques photos, mon mobilier simple. C'est propre, dit-elle, comme si c'était une surprise. Que veux-tu, Clotilde? Elle s'est retournée, et son visage s'est durci. La femme d'affaires désespérée reprenait le dessus. J'ai vu un avocat. Après que papa et maman m'ont donné ton invitation. J'ai fait des recherches. La clause 7.3. Elle savait. Tu as gagné, dit-elle, sa voix tremblant de rage. Tu as tout planifié. Ce piège, tu l'as tendu et tu m'as regardé tomber dedans. Je n'ai rien tendu du tout, Clotilde. Grand-mère l'a fait. Et tu y es allée toute seule. Arrête avec ta fausse modestie, a-t-elle craché. Qu'est-ce que tu veux? Hein? L'argent? Tu veux te venger? Elle s'est approchée de moi. Écoute. J'ai merdé. D'accord? J'ai merdé. Mais on peut arranger ça. Toi et moi. Comme des sœurs. Elle a sorti un chéquier de son sac.
2 millions d'euros. Je te fais un chèque, là, maintenant. Tu vas voir Maître Durand, tu signes une renonciation. Tu dis que tu ne veux pas de l'héritage, que tu soutiens ma revendication. Tu dis que c'était un malentendu. 2 millions. Net d'impôts. Pense à ce que tu pourrais faire avec ça. Tu pourrais quitter ce trou. Tu pourrais t'acheter une vraie vie. Tu le mérites, non? Je l'ai regardée. Même maintenant, même en position de faiblesse absolue, elle pensait que tout s'achetait. Elle pensait que ma dignité avait un prix. Ce n'est pas une question d'argent, Clotilde. Elle a éclaté de rire, un rire strident, au bord de l'hystérie. Bien sûr que si. Tout est une question d'argent. Tu veux plus? 3 millions? Non. Et là, elle s'est effondrée. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma sœur s'effondrer. Elle est tombée à genoux sur mon lino. Adélaïde, s'il te plaît, a-t-elle sangloté. Bastien, il est tout pour moi. Ce n'est pas que l'argent, c'est lui. Je l'aime. Si je perds cet héritage, si je perds ce statut, je le perds lui pour toujours. Il va me mépriser. Son chagrin semblait réel. Une partie de moi, la petite sœur qui avait passé sa vie à l'admirer, a eu pitié. Mon cœur s'est serré. J'ai presque tendu la main. Et puis, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de sa voix, il y a quelques jours. Ce serait dommage que tu perdes même ce petit travail. Ma main s'est arrêtée. La pitié a disparu, remplacée par une clarté glaciale. Je suis désolée, Clotilde, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, tu aurais dû y penser avant. Demain soir, tout le monde verra la vidéo de grand-mère. Peut-être qu'alors, tu comprendras. Elle a relevé la tête, ses yeux pleins de laine. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Elle s'est levée et elle est partie, claquant la porte si fort qu'un de mes cadres photos a failli tomber. Pensez-vous que j'aurais dû lui pardonner à ce moment-là? Pensez-vous que j'ai été trop dure? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, car la vraie tempête est sur le point d'éclater. Le 31 décembre. Le soir de la Saint-Sylvestre. L'hôtel Dieu de Lyon, avec son dôme majestueux, brillait de mille feux. La Fondation Geneviève Martel n'avait jamais organisé d'événement public de cette ampleur. Grand-mère préférait la discrétion. Mais Maître Durand et moi avions décidé que pour cette occasion, il fallait faire les choses en grand. 500 invités. Tout le gratin de la philanthropie lyonnaise, des entrepreneurs, des médecins, des directeurs d'hôpitaux, et la presse. Le Lyon Capital, le Progrès, tous étaient là, intrigués par cette fondation soudainement sortie de l'ombre et par la communication spéciale que nous avions promise. J'étais terrifiée. Je me tenais dans les coulisses, regardant la salle se remplir. Je portais une simple robe bleu marine, empruntée à une amie infirmière. Mon seul bijou était une petite broche en forme de bleuet que grand-mère m'avait donnée. Et puis, je les ai vus entrer. Clotilde. Elle avait sorti l'artillerie lourde. Une robe de créateur rouge écarlate, fendue jusqu'à la cuisse, couverte de sequins. Un maquillage de combat. Elle était superbe et désespérée. Elle cherchait Bastien du regard. Mes parents la suivaient, l'air de deux condamnés à mort. Ma mère agrippait le bras de mon père, leurs visages blancs comme des linges. Ils se sont assis à la table que je leur avais réservée. La table numéro 1. Juste en face de la scène et des deux écrans géants. Bastien est arrivé plus tard. Il n'était pas seul. Il était avec ses parents, la famille de Vérac au complet. Ils ont salué poliment mes parents, mais le regard que Bastien a posé sur Clotilde était si froid qu'il aurait pu geler la salle. Il s'est assis à la table voisine, me tournant presque le dos. Le dîner a commencé. L'ambiance était électrique. Les gens parlaient, riaient, mais on sentait une tension sous-jacente. Maître Durand est venu me voir en coulisses. Vous êtes prête, Adélaïde? Le micro est à vous. Je suis prête, ai-je dit, même si mes genoux s'entrechoquaient. Le présentateur a annoncé, et maintenant, veuillez accueillir la présidente de la Fondation Geneviève Martel, Madame Adélaïde Martel. Un silence surpris a accueilli mon nom.
Je suis montée sur scène. J'ai marché jusqu'au pupitre. J'ai regardé la foule. J'ai vu mes parents, livides. J'ai vu Clotilde, qui me fusillait du regard. J'ai vu Bastien, qui m'observait avec une intensité neutre. Bonsoir, ai-je commencé, ma voix tremblant à peine. Je suis Adélaïde Martel. Pour la plupart d'entre vous dans cette salle, je suis une inconnue. Dans la vie de tous les jours, je suis aide-soignante à l'EHPAD des Lilas, à Vénissieux. Des murmures ont parcouru la salle. Une aide-soignante? Présidente? Mais ce soir, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance, je suis ici en tant que petite fille de Geneviève Martel. Et en tant que présidente de sa fondation. J'ai regardé Clotilde droit dans les yeux. Ma grand-mère a laissé un dernier message pour notre famille. Un message qu'elle tenait à ce que vous, ses amis, ses collègues philanthropes, et la presse, entendiez. Elle tenait à ce que vous soyez tous témoins. J'ai pris la télécommande. Voici la voix de Geneviève Martel. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran géant s'est allumé. L'image de ma grand-mère a rempli la salle. Elle n'était pas sur son lit de mort. Elle était dans le bureau de Maître Durand, filmé 6 mois avant sa mort. Elle portait son tailleur préféré, ses yeux pétillaient d'intelligence. Elle avait l'air en pleine forme, vive et redoutable. Bonsoir, sa voix, claire et forte, a résonné dans l'Hôtel-Dieu. Je suis Geneviève Martel. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis partie, et que certaines clarifications sont nécessaires concernant mon héritage. Un silence de mort s'est abattu sur les 500 invités. Mes parents semblaient avoir arrêté de respirer. J'ai passé ma vie à croire que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa compassion, a continué grand-mère. J'ai bâti une fortune, non pas pour qu'elle soit gaspillée en futilité, mais pour qu'elle serve de responsabilité. J'ai donc laissé mon héritage, 15 millions d'euros, à ma petite fille aînée, Clotilde Martel. J'ai jeté un œil à Clotilde. Un éclair de triomphe fou a traversé son visage. Elle a regardé Bastien, l'air de dire « Tu vois ?» Toutefois, a repris grand-mère, son ton devenant plus grave, cet héritage est soumis à une condition. Une seule. La clause 7.3 de mon testament. Maître Durand est monté sur scène à côté de l'écran. La clause, dit-il d'une voix de notaire, stipule que l'héritière perdra tout droit si elle fait preuve de discrimination ou d'exclusion basée sur le statut social ou la profession d'un membre de sa famille. L'écran s'est divisé en deux. D'un côté, grand-mère. De l'autre, le 5 décembre, dit Maître Durand, Madame Monique Martel a informé sa fille Adélaïde qu'elle était bannie du dîner de Noël. Un email de ma mère à une tante est apparu. Nous ne pouvons pas inviter Adélaïde. Son travail d'aide-soignante ferait honte à Clotilde devant son nouvel ami. Des halètements horrifiés ont parcouru la salle. Le 8 décembre, continua Maître Durand, Madame Clotilde Martel a appelé sa sœur pour renforcer cette exclusion. Et soudain, un enregistrement audio a retenti. Ma voix. Tu m'appelles pourquoi, Clotilde? Et la sienne, mielleuse, écoute, chérie, ton travail, ça sent la maladie. Puis, la menace, j'ai entendu dire qu'il y avait des plaintes à ton EHPAD, ce serait dommage de perdre même ce petit travail. Si la salle était silencieuse avant, elle était maintenant glaciale. J'ai vu le père de Bastien, Monsieur de Vérac, fermer les yeux, l'air absolument dégoûté. Le 24 décembre, reprit Maître Durand, Madame Clotilde Martel a posté ceci sur Instagram. La photo d'elle et Bastien est apparue. Avec la légende, reconnaissante pour une famille qui comprend ce qui compte vraiment. L'image de grand-mère est revenue en plein écran. Si Clotilde a commis ces actes, dit-elle, me regardant presque à travers la caméra, comme je craignais qu'elle ne le fasse, elle a échoué à mon test. Elle a prouvé qu'elle valorisait l'argent et le statut plus que la famille et la dignité. Par conséquent, elle est immédiatement déchue de tout héritage. La totalité de ma fortune et le contrôle de la fondation reviennent à ma seconde héritière, celle qui n'a jamais eu honte de travailler dur, celle qui incarne la compassion, ma petite fille, Adélaïde Martel. Clotilde s'est levée d'un bond, faisant tomber sa chaise. C'est faux, a-t-elle hurlé. C'est un montage. Elle l'a manipulé. Ma grand-mère était sénile.
Elle l'a forcé. C'est illégal. Maître Durand a calmement regardé Clotilde. Vous parlez de manipulation, mademoiselle Martel? Je suis heureux que vous en parliez. Car grand-mère Geneviève avait aussi préparé cela. L'hystérie de Clotilde était totale. Elle pointait du doigt l'écran, puis moi. Elle l'a empoisonné contre moi. C'est une voleuse. Je vais porter plainte. Je vais prouver qu'elle n'avait plus toute sa tête. Les caméras de la presse tournaient à plein régime. C'était le scandale de l'année à Lyon. Maître Durand a levé la main. Un silence s'est fait, à l'exception des sanglots de ma sœur. Mademoiselle Clotilde, dit-il, sa voix portant sans effort, votre grand-mère anticipait que vous pourriez contester le testament en invoquant son incapacité mentale. Il s'est tourné vers un assistant qui lui a tendu une enveloppe scellée à la cire rouge. Elle a laissé ceci. Elle appelait cela l'option nucléaire. À n'ouvrir, et je cite, que si Clotilde ou ses parents tentent de me faire passer pour folle afin de voler ce qui ne leur revient pas. Point. Mon père, qui s'était levé pour soutenir Clotilde, s'est figé. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ce n'est pas une mascarade, monsieur Martel, dit Maître Durand. Il a brisé le seau de cire. Il n'a pas sorti de lettres. Il a sorti un petit lecteur audio numérique. Ceci, dit-il, est l'enregistrement d'une conversation téléphonique datant d'il y a 3 ans. Bien avant que Madame Martel ne tombe malade. Bien avant qu'Adélaïde ne soit nommée au conseil. Il a appuyé sur « Play ». La voix de Clotilde a rempli la salle. Mais une voix plus jeune, plus conspiratrice. « Allô, maître? Oui, c'est Clotilde Martel. Je vous appelle au sujet de ma grand-mère, Geneviève. Écoutez, elle n'a plus toute sa tête. Elle donne de l'argent aux sans-abri. Elle refuse de vendre ses vieux appartements. Elle parle de tout donner à des œuvres de charité. Je pense qu'elle devient sénile. Il doit y avoir un moyen, vous savez, de la mettre sous tutelle? De protéger son patrimoine avant qu'elle ne gaspille tout. Un silence de cathédrale. L'enregistrement s'est terminé. Ce n'était pas moi qui avais manipulé qui que ce soit. C'était Clotilde. Elle avait essayé de faire interdire sa propre grand-mère pour mettre la main sur l'argent, des années auparavant. Ma mère a poussé un cri étranglé et s'est évanouie, tombant de sa chaise. Mon père, le visage gris, s'est assis lourdement, comme si on lui avait coupé les jambes. Bastien s'est levé, a regardé Clotilde avec un dégoût si profond que c'en était palpable, et lui a tourné le dos avant de quitter la salle, suivi de sa famille. Et Clotilde? Clotilde s'est dégonflée. Comme un ballon percé. La rage, l'hystérie, tout a disparu. Il ne restait qu'une femme en robe rouge, vide, brisée, publiquement exécutée par sa propre cupidité. Elle s'est lentement rassise au milieu du chaos, regardant fixement l'écran noir. Le rideau était tombé. La vérité, dans toute sa laideur, était exposée. Le silence dans la salle était assourdissant. J'ai attendu que les ambulanciers s'occupent de ma mère et que le silence revienne. Mon père était assis, la tête entre les mains. Clotilde n'avait pas bougé, fixant le vide. J'ai repris le micro. Ma voix était claire. Maintenant que la vérité est établie, ai-je dit, j'ai une dernière annonce à faire. Concernant l'héritage. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je n'ai jamais voulu cet argent. Je n'en ai pas besoin. Mon travail me suffit. Par conséquent, j'ai pris la décision, en accord avec Maître Durand, de verser l'intégralité des 15 millions d'euros de mon héritage personnel directement à la Fondation Geneviève Martel. Un nouveau silence choqué, suivi d'un tonnerre d'applaudissements qui a fait trembler les murs de l'Hôtel-Dieu. De plus, ai-je continué quand le calme est revenu, les différentes propriétés immobilières incluses dans l'héritage ne seront pas vendues. Elles seront converties en logements sociaux à loyer modéré, avec priorité donnée au personnel soignant, aux infirmières et aux aides-soignantes de la métropole de Lyon. Les applaudissements ont redoublé. J'ai vu des infirmières et des directeurs d'hôpitaux pleurer dans la salle. Enfin, j'ai regardé ma famille. Mon père avait relevé la tête, me regardant avec des yeux que je n'avais jamais vus, des yeux pleins de honte, et peut-être, pour la première fois, de respect.
Je ne vous abandonne pas, ai-je dit, le micro captant ma voix basse. La leçon de grand-mère n'était pas sur la punition. Elle était sur la rédemption. J'ai regardé Clotilde. J'offre à ma sœur un poste. Un poste de bénévole, 20 heures par semaine, non rémunéré, au sein de la fondation. Elle travaillera directement avec les EHPAD que nous finançons. Elle apprendra ce que grand-mère a essayé de lui apprendre, que la dignité n'a pas de prix. J'ai regardé mon père. J'offre à mes parents une thérapie familiale. Intensive. Non négociable. Si, un jour, nous devons redevenir une famille, ce sera sur la base de la vérité. Plus jamais sur celle des apparences. Je me suis tournée vers la salle. Merci d'avoir été témoin. La Fondation Geneviève Martel est officiellement ouverte. 1 an plus tard. Je travaille toujours à l'EHPAD de Vénissieux. Je n'ai pas changé. Mais tout le reste a changé. La Fondation a financé 3 nouvelles ailes de soins pour Alzheimer. Mes parents sont en thérapie. Mon père a commencé à faire du bénévolat à la Fondation, il s'occupe de la comptabilité. Il dit que c'est sa pénitence. Clotilde a refusé mon offre. Elle a quitté Lyon. Elle a vendu son appartement et ses sacs à main. J'ai entendu dire qu'elle avait trouvé un petit travail dans une organisation caritative anonyme à Brest. La semaine dernière, pour Noël, j'ai reçu une carte. Pas de nom d'expéditeur, mais je reconnaîtrais son écriture n'importe où. À l'intérieur, il n'y avait pas d'excuses, pas de supplication. Juste 3 mots, écrits d'une main tremblante. Je crois que je comprends, maintenant. J'ai posé la carte à côté de la photo de grand-mère sur mon bureau. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est Adélaïde. N'oubliez jamais que votre valeur n'est pas négociable. Votre travail, quel qu'il soit, a de la dignité. Ne laissez personne, pas même votre famille, vous dire le contraire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose de la colère, de la tristesse, ou peut-être de l'espoir s'il vous plaît, laissez un « j'aime » et partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà été jugé pour vos choix de vie? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies sur la force de la dignité humaine. Prenez soin de vous. À la prochaine.